Bonsoir. À l'occasion de son dernier jour de mandat, le président Trump a prononcé un ultime discours à la nation. Il a exposé les défis auxquels le pays est confronté et a souligné les réalisations de son administration. Dans un discours d'adieu préenregistré, le président Trump a réaffirmé que les États-Unis sont et doivent toujours être une terre d'espoir, de lumière et de gloire pour le reste du monde. Il a reconnu les menaces venant de l'étranger, mais a mis en garde contre ce qu'il appelle le plus grand danger. Le plus grand danger auquel nous sommes confrontés est une perte de confiance en nous-mêmes, une perte de confiance en notre grandeur nationale. Une nation est toujours aussi forte que son esprit. Notre dynamisme dépend de notre fierté. Nous sommes tout aussi dynamiques que la foi qui nous anime. Aucune nation ne peut prospérer longtemps si elle perd la foi en ses propres valeurs, son histoire et ses héros. Trump a souligné quelques-unes des réalisations sous sa présidence, telles que la construction de plus de 700 km de murs frontaliers, le lancement de la force spatiale et l'augmentation des dépenses pour la défense des pays de l'OTAN. Nous avons relancé nos alliances et appelé les nations du monde à tenir tête à la Chine comme jamais auparavant. Nous avons anéanti le califat de l'État islamique et mis fin à la vie misérable de son fondateur et dirigeant al-Baghdadi. Nous avons tenu tête au régime iranien oppressif et nous avons éliminé le plus grand terroriste du monde, le boucher iranien Qassem Soleimani. Le président a adressé une longue liste de remerciements, notamment à la famille Pence, à son chef d'état-major Mark Meadows et à d'autres membres de son administration. Il a ensuite de nouveau condamné les violences du 6 janvier au Capitole. Tous les Américains ont été horrifiés par l'assaut dans notre capitale. La violence politique est une attaque contre tout ce que nous chérissons en tant qu'Américains. Elle ne pourra jamais être tolérée. Pour conclure son discours, Trump a déclaré qu'au moment où il remet le pouvoir à une nouvelle administration, le mouvement que ses partisans et lui ont lancé ne fait que commencer. Parallèlement à la prestation de serment de Joe Biden, le Sénat est en train d'examiner la composition de son cabinet. Certains des candidats ont présenté ce qu'ils considèrent comme des menaces majeures contre le pays. Mardi, 5 commissions sénatoriales ont tenu des auditions séparées pour constituer le cabinet du président élu Joe Biden. Le sénateur Warner a demandé à Avril Haines, candidate au renseignement national, si elle pense que la Chine communiste est un adversaire. Je pense que, vu le contexte chinois, la Chine est un adversaire et un rival sur certaines questions, et sur d'autres questions, nous essayons de coopérer avec eux, que ce soit dans le cadre du changement climatique ou d'autres sujets. Elle a ajouté que l'administration Biden considérera la Chine comme un concurrent au niveau mondial, mais dans le domaine de l'espionnage, elle pense que la Chine est un adversaire. Quand il s'agit d'espionnage ou de divers domaines sur lesquels je me concentrerai si je suis confirmée en tant que directrice du renseignement national, ils sont un véritable adversaire et nous devons travailler sur ces questions en particulier pour contrer leurs actions illégales, injustes et agressives dans ces domaines. La commission sénatoriale de la sécurité intérieure a quant à elle organisé une audition du secrétaire choisi par Biden. Le candidat désigné est Alejandro Mayorkas. Il estime que l'extrémisme intérieur constitue une menace majeure. La menace de l'extrémisme intérieur est l'une des plus grandes menaces auxquelles le département de la sécurité intérieure doit faire face. Et il dispose de capacités uniques pour relever ce défi. Mayorkas estime également que la pandémie du virus du PCC est aussi un autre très grand défi. La pandémie Covid-19 est l'un des plus grands défis que nous devons relever au sein du département de la sécurité intérieure et du gouvernement fédéral et très franchement, comme nous le savons tous dans l'ensemble de notre nation. Le candidat choisi par Biden pour le poste de secrétaire d'État, Anthony Blinken, partage également ce point de vue. Il considère la pandémie comme le plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale. Il affirme également que l'Amérique sera en mesure de contrer les menaces de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord, mais il ne mentionne pas les menaces de la Chine communiste, affirmant plutôt, je cite, « Nous pouvons surpasser la Chine ». Jusqu'aux dernières heures de son mandat, l'administration Trump a continué à tenir le PCC pour responsable d'abus des droits de l'homme. Elle a qualifié de génocide les actions perpétrées par le régime contre les musulmans ouïghours. Mike Pompeo est resté fidèle à sa fonction de secrétaire d'État jusqu'au bout. Dans une déclaration, il a affirmé « Après un examen minutieux, j'ai déterminé que la République populaire de Chine, sous la direction et le contrôle du PCC, a commis un génocide contre les musulmans ouïghours et d'autres groupes ethniques et minorités religieuses dans le Xinjiang. » Il a ajouté qu'il pense que ce génocide se perpétue encore en ce moment de manière systématique afin de détruire les musulmans ouïghours. Cette déclaration est l'une des plus sérieuses condamnations contre le PCC. Le
secrétaire d'État a également dit que le PCC a commis des crimes contre l'humanité dans cette région. Il a mentionné le travail forcé, la stérilisation forcée et la torture. Des recherches menées par un groupe de réflexion à Washington estiment que plus d'un demi-million de Ouïghours ont été forcés à travailler dans des champs de coton. Dans un tweet qui a depuis été retiré, l'ambassade chinoise a déclaré qu'ils avaient empêché les femmes ouïghours d'être des machines à fabriquer des bébés. Cette qualification de génocide fait suite à un débat interne intense après l'adoption d'une loi par le Congrès le 27 décembre dernier. L'administration américaine dispose de 90 jours pour déterminer si le travail forcé ou d'autres crimes contre les Ouïghours et les minorités constituent des crimes contre l'humanité ou un génocide. À la veille de la cérémonie d'investiture, le ministère de la Défense a procédé au contrôle de 25 000 membres de la Garde nationale. Les responsables disent craindre une attaque venant de leur propre rang. Nous nous sommes entretenus avec un ancien agent du FBI à ce sujet. L'investiture de ce 20 janvier est en grande partie virtuelle et les responsables de la défense se sont montrés prudents. Les fonctionnaires affirment qu'il n'y a aucune preuve de menace, mais il se peut qu'ils redoutent une attaque provenant de leur propre rang. Le FBI a donc contrôlé l'ensemble des troupes postées à Washington. Les près de 25 000 réservistes sont originaires de tous les États et territoires et sont arrivés à Washington avant l'investiture pour les préparatifs. Leur nombre a été multiplié par 2,5 par rapport aux précédentes cérémonies d'investiture. Nous sommes une organisation communautaire. Nous sommes ici pour protéger les citoyens des États-Unis tout autant que le siège de notre gouvernement. Ainsi, personne ne doit nous craindre, à moins d'avoir une mauvaise intention dans son cœur. Le secrétaire à l'armée Ryan McCarthy a déclaré que lui et les autres responsables n'ont pas vu de preuves de menaces et que le contrôle n'a pas mis en évidence de problèmes dont ils auraient eu connaissance. Le secrétaire à la défense par intérim Christopher Miller a quant à lui déclaré qu'il n'y avait aucun renseignement indiquant une menace dans leur rang. Il a déclaré que les vérifications des antécédents des réservistes sont normales, mais que l'ampleur de cette préparation est unique. L'ancien agent du FBI, Mac Ruskin, déclare qu'il est injuste de jeter le doute sur la Garde nationale. Ce sont des personnes qui intègrent la Garde nationale parce qu'elles veulent servir leur pays. Il dit avoir déjà vu des réservistes ou des petits groupes de réservistes susciter des soupçons et être contrôlés avant un événement, mais il n'a jamais vu un contrôle d'une si grande ampleur. Ruskin note également que ces individus ont déjà passé un premier processus de contrôle pour rejoindre la Garde nationale. Il ajoute que la réalisation de cet autre contrôle d'une si grande envergure dans un délai aussi court est une tâche très difficile. Ces personnes ont déjà été contrôlées au moins une fois, et peut-être même plus d'une fois. Le député démocrate Steve Cohen a déclaré que les membres de la Garde nationale étaient masculins à 90%, majoritairement conservateurs, et je cite, « Il n'y a probablement pas plus de 25% des personnes qui sont là pour nous protéger et qui ont voté pour Biden. Les 75% restants font partie d'un grand groupe qui pourrait vouloir faire quelque chose. » Selon Ruskin, cela introduit une politique de discrimination identitaire au sein de la Garde nationale, en disant à tort que certains membres sont loyaux et d'autres pas. Encore une fois, c'est une véritable insulte pour eux. Ruskin espère que la transition se fera de façon pacifique. Et 2000 soldats de la Garde nationale ont prêté serment en tant qu'adjoints spéciaux aux US Marshals. Cela leur confère une autorité limitée temporaire en matière de maintien de l'ordre pour exercer leurs fonctions pendant la cérémonie. Le Capitole a été confiné pendant environ 1 heure lundi. Un incendie s'est déclaré dans le voisinage, ce qui a déclenché une alerte de sécurité. Un témoin a filmé les images des flammes et un épais nuage de fumée sortant de sous un pont. Les législateurs ont reçu des courriels leur indiquant que les portes des bâtiments étaient condamnées. Les personnes qui répétaient pour la cérémonie d'investiture se sont retrouvées bloquées dans le Capitole. La police du Capitole a affirmé que cette fermeture était une mesure de précaution. L'incendie a été maîtrisé et le confinement a été levé. Une enquête a déterminé que l'incendie avait débuté dans un campement de sans-abri. La sécurité est à son maximum à Washington en raison de l'investiture de Joe Biden. Le Pentagone a envoyé 25 000 membres de la Garde nationale pour cet événement. Des habitants de Washington et des personnes en visite dans la capitale nous ont fait part de leur réaction face à un Capitole isolé par des clôtures de sécurité et des militaires en service. À la veille de l'investiture, les rues étaient pour la plupart vides au centre de Washington. La raison, les autorités ont ordonné la condamnation de certaines rues et de certaines lignes de métro, en vue de l'investiture présidentielle de ce mercredi. Brian Broderick, résident de Washington, nous a dit que les clôtures de sécurité sont à l'image de la division du pays. C'est comme un État militaire. C'est comme vivre un enfermement supplémentaire.
C'est vraiment tragique que nous ne puissions pas trouver des moyens de nous engager dans la politique de manière plus civique que ça. Ça montre juste que nous devons faire mieux en tant que communauté. Un autre Brian Phelan du Maryland, dit qu'il est venu voir ce qu'il a appelé les fortifications de l'insurrection. Il dit qu'il a voté démocrate, mais ce qu'il a vu au Capitole, dit-il, n'est pas le genre de transition à laquelle il s'attendait. Ce n'est pas une transition harmonieuse. Il ne devrait pas en être ainsi lors d'un changement de pouvoir. Oui, je suis déçu qu'ils doivent bloquer notre Capitole pour ça. Megan Randall, qui vient du Texas, dit qu'elle avait hâte de découvrir les monuments emblématiques pour la première fois, mais une grande partie du National Mall a été fermée. J'étais vraiment intéressée de voir Lincoln et Albert Einstein, tout simplement, le mémorial du Vietnam, et tout est fermé et incroyablement triste. Les services secrets américains ont publié cette carte des fermetures des routes et des ponts. Ils devraient rester fermés au moins jusqu'à la fin de la journée d'investiture, mais cette carte des fermetures a déjà été modifiée plus d'une fois. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.